Bienvenue sur Monde Multipolaire. Aujourd'hui, 12 juin 2026, nous allons écouter une intervention d'Andrei Martianov, l'un des analystes militaires russophones les plus rigoureux que le monde anglophone ait produit. Et avant même de lui laisser la parole, je veux prendre quelques minutes pour vous mettre dans le contexte de ce que vous allez entendre, parce que les événements des dernières 24 heures, ils ont une valeur démonstrative absolument exceptionnelle. Commençons par l'Iran. Ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, en ce moment précis, est la confirmation en temps réel de tout ce que Martianov répète depuis des années. Le détroit d'Ormuz, ce passage stratégique par lequel transitait jusqu'à 20% du pétrole mondial, est désormais fermé à tout trafic maritime. Et que fait Washington ? Trump a annoncé, sur son réseau Truth Social, l'annulation des frappes programmées contre l'Iran ce soir-là. Ce qui signifie que, en l'espace de quelques heures, nous avons eu des menaces de frappes massives, puis une annulation, puis de nouvelles déclarations de paix imminentes. Trump a affirmé plus de 30 fois depuis mars que les États-Unis et l'Iran étaient sûrement sur le point de conclure un accord sans qu'aucune résolution ne s'ensuive jamais. Voilà ce que Martianov appelle le chest stomping, le tambourinage de poitrine rhétorique. Ce n'est pas de la stratégie, c'est du théâtre. Les gardiens de la révolution iranienne ont tiré des missiles balistiques sur une base aérienne américaine et son centre de commandement en Jordanie. 12 missiles balistiques ont été lancés sur les sites où sont stationnés des avions de chasse, Front 5, F-15 et F-16 américains, ainsi que sur les installations clés de la base aérienne d'Al-Azraq. Et les systèmes patriotes, dont on nous vante la supériorité depuis 20 ans, la Jordanie a déclaré avoir intercepté 20 missiles iraniens tirés en direction d'une zone accueillant une base hébergeant des troupes américaines sans faire de blessés. Soyons honnêtes, une interception partielle dans une situation de bombardement massif, cela ne constitue pas une défense aérienne fiable. Il est également utile de rappeler ce que signifie réellement la fermeture du détroit d'Ormuz pour l'économie mondiale. Les répercussions de la guerre contre l'Iran augmentent les risques de faim aiguë pour des millions de personnes dans le monde. La prolongation de la fermeture du détroit d'Ormuz fait monter les prix de l'énergie et par conséquent le coût de la nourriture à travers la planète. Ce qui signifie que nous ne parlons pas seulement d'une crise géopolitique, nous parlons d'une crise humanitaire globale, directement provoquée par la politique étrangère américano-israélienne. Et pendant ce temps, sur le front ukrainien, les nouvelles des dernières heures sont tout aussi éloquentes. Les forces russes ont hissé leur drapeau à Kostiantynivka après avoir percé les positions d'une brigade nouvellement formée. Kostiantynivka fait partie de ce que l'Ukraine appelle sa ceinture forteresse. Ce réseau des 4 villes de Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka et Kostiantynivka elle-même, qui constitue la ligne défensive principale de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Cette ligne est en train de céder et personne dans les médias occidentaux ne veut vraiment en parler clairement. Au Royaume-Uni, hier, le Premier ministre Keir Starmer a subi un coup sévère après la démission du ministre de la Défense John Healey et du ministre des Forces armées Al Cairns en raison d'un désaccord budgétaire, affirmant que le gouvernement n'est pas prêt à donner aux forces armées britanniques les ressources dont elles ont besoin. Voilà donc le tableau général dans lequel s'inscrit la vidéo d'Andrei Martianov que vous allez écouter. Elle a été enregistrée le 11 juin 2026, ce qui signifie que les événements que nous venons de mentionner sont exactement ce dont il parle. Regardons cela ensemble et je vous retrouve à la fin pour une analyse approfondie. Ебать ты, блин. Да, пойдет, нажмите. Нет, спасибо. Нет, туда же, туда же.
Еще летит. Это Ирпень, да? Тетя Наташа можно на работу не идти. Да. Eh bien, bonjour. C'est encore moi. Aujourd'hui, c'est le 11 juin 2026. C'est jeudi, vendredi approche, surtout pour ceux qui travaillent de 9h à 10 à 7h ou de 6h à 14h30 ou peu importe. Mais, mon Dieu, nous avons une situation et je ne sais même pas par où commencer, mais laissez-moi procéder ainsi. Je ne vais sûrement pas parler de la situation en Iran parce que nous savons tous ce qui se passe là-bas en termes d'affrontement de toute la situation et d'incapacité à faire quoi que ce soit à ce sujet de la part des États-Unis et surtout d'Israël. Et juste avant que je parte, il y a eu la déclaration du CENTCOM sur la situation d'hier, comme vous pouvez le voir vous-même, et nous devons encore attendre de voir ce qui a réellement été frappé, non seulement par les États-Unis, mais aussi par les Iraniens. Beaucoup de choses ont été frappées par eux, mais comme vous pouvez le voir vous-même, le CENTCOM indique que les forces américaines ont complété les dernières frappes contre l'Iran. Et ouais, j'aime la façon dont ils appellent ça que le commandement central américain a complété des frappes supplémentaires d'autodéfense contre plusieurs cibles. Mais la vérité est, comme cela a été dit à maintes reprises dans mes vidéos et lors de mes discussions sur les événements dans le détroit d'Ormuz et essentiellement au Moyen-Orient, les États-Unis n'ont en réalité nulle part sans quoi mener quelque opération sérieuse que ce soit. Et toutes ces démonstrations de force, ces exercices de frappement de poitrine, si vous voulez, de la part de M. Trump et de sa bande de psychophantes qui l'entourent, n'apportent rien de sérieux. Et vous ne pouvez simplement pas vous battre quand votre principal outil de combat, ce qui signifie les bombardements, vous êtes en train d'épuiser vos armes à longue portée. Et donc, voilà ce qu'il en est en ce qui concerne l'Iran. Mais commençons par Sébastopol. Laissez-moi vous montrer quelque chose. C'est en 10 à 9, 1944 en réalité. Enfin, ça ressemblait à ça aussi en 1942. C'est le célèbre panorama de Sébastopol. C'est incroyable pour ces personnes qui n'y ont jamais été. J'y suis allé, je ne sais pas, des dizaines de fois. C'est le bâtiment du panorama de Sébastopol en 1944, après qu'il a été complètement détruit en 1942 par l'armée de von Manstein lors du siège de Sébastopol, qui a duré 250 jours. Et en réalité, les Russes ont sauvé
les marins russes ont sauvé cet incroyable tableau panoramique de 30 000 mètres carrés, épique, incroyable, c'est pourquoi on l'appelle panorama, c'est à 360 degrés et d'une incroyable qualité matérielle qui représente en réalité un seul jour de la défense de Malachov-Kourgan par l'armée russe lors de l'assaut britannique, français et turc sur Sébastopol, et celui-là a duré 349 jours. Et à la fin, essentiellement, l'ensemble de cette force amphibie, qui était une très grande armée des prétendues puissances alliées, a été saignée à blanc. Les Russes se sont retirés vers la partie nord de Sébastopol, et après cela, voilà, ça en était fait. Donc ils ont, que dire, ils ont recommencé. Dans ce cas, les Russes n'en sont pas fondamentalement responsables, ce sont les Britanniques. Ils sont encore profondément blessés dans leur fierté. Oui, vous vous souvenez de la charge de la brigade légère et toutes ces idioties. Et donc, que dire? Ils font le seul symbole, la seule chose avec l'Ukraine, et l'Ukraine étant essentiellement une force de l'OTAN européen. Les États-Unis y participent encore principalement, c'est de faire des choses symboliques, du terrorisme, frapper des immeubles d'appartements, essayer de frapper une sorte d'usine industrielle en Russie, ce qui est la plupart du temps inutile. Et donc ils attaquent des choses symboliques. Et comme vous pouvez le voir vous-même, il y a eu là une tragédie vraiment, mais que dire? Ce sont les vestiges de cet incroyable tableau. Et donc, que dire? Les Russes le restaureront encore une fois, et cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur ces gens. Et si vous pensez que cela n'est pas connecté d'une façon ou d'une autre, eh bien, ça l'est, tout est connecté. Nous parlons évidemment de Monsieur Hillet, qui a bien, que dire? Il vient de démissionner, et je vais parler de la démission de Monsieur Hillet. Mais je veux d'abord vous emmener vers la déclaration de Madame Zakharova. Et c'est la ministre des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères russe, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Et hier, c'était le commentaire du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, sur l'attaque des forces armées ukrainiennes contre le musée de la défense de Sébastopol, qui est en réalité le musée de la défense, ce qui signifie le panorama. Et elle décrit cela comme ayant commis encore un crime. C'est un crime, c'est du pur terrorisme, de la pure désespération. Elle parle de la défense de Sébastopol de 1854 à 1855 par Franz Roubaud. Ce qui, que dire, c'est un chef-d'œuvre pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Et l'évaluation initiale était que tout était essentiellement brûlé et annihilé par l'incendie. Mais au moins, une partie de ces choses, ils ont sauvé une partie de cet incroyable tableau et une partie de ce qu'on appelle la partie matérielle de ce panorama. Mais voilà ce qu'est l'Europe. Comme je l'ai déjà dit, comme Zakharova le dit, j'ai déjà dit que pendant la Grande Guerre patriotique, les nazis avaient déjà essayé de détruire ce symbole durable de l'esprit combatif russe. Le 25 juin 1942, lors d'un bombardement massif et d'un pilonnage d'artillerie par l'aviation allemande, le bâtiment du panorama a pris feu. Puis, les cadets de l'école de défense côtière, les marins et les employés du musée se sont précipités pour sauver la toile. Et oui, il l'a découpée en bandes, et ces marins soviétiques, ils s'enroulaient dans cette toile et essayaient de l'évacuer. Ils ont effectivement évacué des parties. Et c'est toute une autre histoire. Mais donc, ce que dit Zakharova est absolument vrai. Aujourd'hui, l'attaque avait une signification sacrée pour les sponsors occidentaux, principalement européens, du régime de Kiev. 170 ans ont passé depuis la guerre de Crimée du XIXe siècle. Il semble que ceux dont les ancêtres ont combattu en Crimée souffrent de douleurs fantômes de leur méprise historique. Oui. Et qui sont-ils? Les Français et les Britanniques.
Les Français, dans l'ensemble, en réalité, après la guerre franco-prussienne, ne s'en sont jamais vraiment remis. Ils parlent peu, être de toute cette, vous savez, mythologique lance française et bouclier français. Mais oui, la France s'est retrouvée naturellement là où elle était censée finir, en capitulant en 1940, après 42 jours de combat. Depuis lors, elle ne s'en est jamais remise. Il en va de même pour la Grande-Bretagne. Et encore une fois, j'utilise souvent l'incroyable trilogie de Coralie Barnett, The Collapse of British Power, qui décrit en détail comment, même avant la Seconde Guerre mondiale, ils essayaient de maintenir les apparences d'une grande puissance, alors qu'en réalité, ils n'en étaient plus une. Donc oui, ces gens comme Healey, tous ces soi-disant aristocrates en Grande-Bretagne, s'ils veulent bien être appelés ainsi, qui sont encore en fait aux commandes, le peuple britannique n'a aucune influence sur la vie politique du Royaume-Uni. Ils sont profondément blessés dans leur fierté. Ils doivent comprendre qu'ils sont des chihuahuas. Ils n'ont pas de véritable armée. L'armée britannique est une plaisanterie, c'est même pas une armée. Je veux dire, leur formation militaire est une plaisanterie. La Royal Navy est un ramassis de briques, braques, obsolètes et rouillés, et ces quelques sous-marins nucléaires sont incapables de prendre la mer. Et bien sûr, nous ne parlons pas de cette situation hilarante des porte-avions britanniques. Ce ne sont rien d'autre que des projets de vanité en termes de ce qu'ils ont militairement. Ils ne peuvent pas, ils sont totalement incompétents et illettrés sur le plan opérationnel, là ce qui est absolument normal pour eux. Et que font-ils ? Que leur reste-t-il ? Frapper quelque chose de symbolique en Russie, en dehors bien sûr de la commission d'atrocités et du meurtre de civils, voilà à quoi ils sont bons uniquement. Donc, Monsieur Healey, revenons donc à la démission de Monsieur Healey, cela a tout à voir avec ce que nous observons se passer dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Je vais parler aujourd'hui spécifiquement de cela. Et ici, nous avons le secrétaire à la défense du Royaume-Uni démissionne au milieu d'une querelle avec Starmer. John Healey a déclaré que le Premier ministre échoue à obtenir un financement suffisant pour satisfaire les obligations envers l'OTAN. Healey s'est plaint dans une lettre ouverte que Starmer a été incapable et que le Trésor a été peu disposé à s'engager à fournir les ressources requises pour les réformes profondes qu'il a cherché à mettre en œuvre et à porter le niveau de dépenses à 3% du PIB d'ici 2030 pour satisfaire leurs obligations envers l'OTAN. Donc que dire ? Premièrement, nous devons comprendre, et je ne prétends en aucun cas être un spécialiste de l'égout politique qu'est la vie politique au Royaume-Uni, George Galloway le sait, il était membre du Parlement, il connaît tous les tenants et aboutissants. Mais le fait est qu'il ne fuit pas vraiment. C'est un rat qui quitte le navire en perdition de Starmer, un gouvernement essentiellement en faillite si vous voulez, et le Royaume-Uni étant en faillite, et maintenant étant englouti bien sûr, après des années de remplacement de sa population anglaise autochtone anglo-saxonne, qui nous a quand même donné une grande culture, et je sympathise aussi avec le peuple britannique, vous savez, nous avons maintenant la prophétie d'Enor Powell sur les rivières de sang en train de se réaliser. Maintenant, Belfast explose, l'Irlande du Nord est en émeute, et c'était la conclusion logique de toute la situation avec l'Europe. Maintenant, ces pitoyables perdants prétendent évidemment encore qu'ils peuvent, d'une façon ou d'une autre, combattre la Russie dans l'opération militaire spéciale, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et je peux vous dire une chose, donc il y a très peu de vraiment bonnes nouvelles pour l'Europe dans l'ensemble. Et en réalité, ce qui se passe, comme vous pouvez le voir vous-même, les ambassadeurs de l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ont été invités au ministère des Affaires étrangères de Russie. Ce n'est pas un accident que ces trois-là aient été invités. Et que dire ? Vous ne lirez que des communiqués, si vous voulez. Et ce sont très, du langage diplomatique spécifique, ou du jargon, si vous voulez, qui couvre évidemment la réalité des discussions et des présentations que le ministère des Affaires étrangères russe a faites à ces trois-là. Mais
le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Mikhail Galouzine, lors d'une rencontre avec les ambassadeurs de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne, leur a expliqué les approches du côté russe dans la recherche d'un règlement politique et diplomatique du conflit en Ukraine, fondé sur l'élimination de ses causes profondes. Vous voyez, les causes profondes. Le ministère des Affaires étrangères russe a indiqué que les approches de principe du côté russe dans la recherche d'un règlement politique et diplomatique du conflit, fondées sur l'élimination de ces causes profondes, ont été expliquées. Le ministère a déclaré dans un communiqué sur son site web, encore une fois, quelles sont les causes profondes. Nous avons déjà abordé cela auparavant. Beaucoup de gens oublient encore pourquoi l'opération militaire spéciale est menée. D'accord, de façon simple, les causes profondes sont l'expansion de l'OTAN et l'Ukraine se transformant en bastion nazi, qui est essentiellement la conséquence. C'est le dérivé de l'expansion de l'OTAN et de ces idées idiotes que ces trois perdants d'Europe que sont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont concernant, eh bien, l'infligence d'une défaite stratégique à la Russie. Eh bien, j'ai des nouvelles même avec les États-Unis. Vous ne pouvez pas faire ça parce que militairement vous êtes incompétent. Vous n'êtes pas dans la même ligue. C'est aussi simple que cela. Et c'est donc ce que M. Galouzine expliquait à ces trois-là et transmettait à leur gouvernement, que cela pourrait très mal finir pour eux, au sens littéral, pour Londres, pour Paris, pour Berlin, surtout Berlin, parce qu'ils reviennent à leur nature nazie. Ils se drapent bien sûr dans la rhétorique libérale, et si vous regardez essentiellement l'économie de l'Allemagne, la voilà. Ils appellent ça l'implosion auto-infligée de l'Allemagne. Comme vous pouvez le voir vous-même, c'est la Banque fédérale de réserve, et ils montrent, eh bien, c'est ainsi qu'ils montrent ce que l'Allemagne aurait pu être, et maintenant, on l'a dit, revenue à 2003. Mais elle n'est pas revenue à 2003, parce qu'en 2003, l'Allemagne était encore une puissance économique viable. Elle était assise sur les gazoducs russes qui fournissaient de l'énergie bon marché et abordable, et ils produisaient encore, ils avaient encore l'industrie chimique, vous savez, à son apogée de développement. Ils produisaient encore de bonnes voitures à cette époque, contrairement à aujourd'hui, et donc il y avait beaucoup de choses positives pour eux. Donc cette comparaison selon laquelle ils sont d'une façon ou d'une autre renvoyés à 2003 est absolument incorrecte, parce que c'est l'effondrement de 2026, et la seule chose que les Allemands ont à faire, c'est de blâmer la Russie. Et voilà, c'est le parti de Mers, l'Union démocrate chrétienne, qui est essentiellement le parti nazi. Et quiconque viendra ici dans les commentaires dire que « Oh non, ce n'est pas le cas », eh bien, vous savez. Encore une fois, toute cette chose en Allemagne est une question de haine des Russes. Ils ne s'en sont jamais remis. Et donc, regardez ça. Ils veulent mettre fin au visa Schengen pour les touristes russes, parce que oui, bien sûr, les Russes ne peuvent pas voyager. La moitié d'1 million d'entre eux ont passé du temps en Europe l'année dernière. Donc que veulent-ils? Ils veulent fermer complètement aux gens russes. D'accord. S'ils le veulent, sûrement, c'est ce qu'ils font. Il y a toutes sortes de familles russo-allemandes qui y vivent. Mais qu'est-ce qu'ils s'en préoccupent? Ils ne peuvent tout simplement pas le supporter. Et pourquoi ne peuvent-ils pas le supporter? Eh bien, comme vous l'avez vous-même vu au début, la situation évolue extrêmement mal pour eux sur le front. Et c'est là que tout ça en revient. Et ils doivent masquer ce qui est essentiellement la catastrophe qui vient. Non pas qui vient, elle se déroule au fur et à mesure que nous parlons. Nous sommes au cœur de la catastrophe pour eux, et ils doivent masquer ça par quoi? La seule chose qu'ils peuvent faire. Je veux dire, ils sont impotents militairement, et juste pour vous démontrer ce dont il s'agit, beaucoup de gens ne comprennent toujours pas l'échelle des choses. Encore une fois, vous devez comprendre, je veux également souligner que tous ces prétendus analystes du renseignement en source ouverte en Occident, la plupart d'entre eux sont des gars qui ont tout juste terminé le lycée et toutes sortes de gamers et autres de ce type.
Mais ils fournissent quand même, et ils alimentent cette campagne, la seule chose dont ils sont capables, qui est la relation publique et la propagande que la Russie est sur le point de s'effondrer. Et le fait est que, parce que l'élite politique européenne et américaine est essentiellement composée d'imbéciles, la plupart d'entre eux, mais pas tous, ils croient encore à toutes ces choses. Ils se droguent à leur propre propagande. Ils ont ces abominables instruments humains qui sont les médias dominants en Occident. Ils doivent, vous savez, alimenter cette hystérie que, oh oui, les Russes sont sur le point de s'effondrer, alors qu'en réalité, c'est exactement le contraire qui se passe. Mais même tous ces prétendus analystes de sources ouvertes, gamers et tous ces soi-disant spécialistes militaires de pacotille, ils admettent que eh bien, les choses ne vont pas bien. Mais si vous regardez attentivement la vraie situation, c'est là que la catastrophe devient absolument bien visible. Et voici l'une des choses qui vous dit l'état de la pensée militaire. La pensée militaire est pathétique, je veux dire, je n'y reviendrai pas. N'importe quel général de l'OTAN ne serait pas qualifié pour commander une compagnie dans l'armée russe, mais voici la chose qui vous explique également Hillet, qui vous explique également le désir de commettre des actes terroristes. C'est la seule chose, vous savez, qu'ils peuvent faire, et donc les terroristes veulent aider l'Ukraine à construire une alternative européenne aux patriotes. Eh bien, le titre lui-même est hilarant, parce que si vous voulez une alternative aux patriotes, le patriote est, eh bien, c'est une camelote. D'accord, il a été conçu comme une sorte d'hybride, il peut encore abattre quelques aéronefs. Parfois, ils ont beaucoup de chance d'intercepter un missile ou quelque chose comme ça. Mais essentiellement, il est inutile. Et donc, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Ils veulent donc faire ça, et vous savez construire une alternative européenne aux patriotes, y compris en Ukraine. Sûrement, bien sûr. Mais regardez ceci, voici les données qui filtrent, et comme toujours, elles sont un peu enterrées dans ce grand article. Et de même, vous savez, les pénuries mondiales d'intercepteurs se sont aggravées parce que 750 d'entre eux sont censés être fabriqués cette année. De même, les missiles européens Aster, qui sont également capables d'intercepter des missiles balistiques, il ne peut intercepter rien d'autre que les anciennes versions des missiles balistiques, sont produits au rythme d'un par mois, selon un initié du secteur qui a parlé au Télégraphe. Voilà tout ce que vous devez savoir sur l'OTAN européen. Ils ne peuvent littéralement rien produire. Et ce n'est pas une figure de style. Et donc oui, vous ne pouvez pas expliquer à cette bande de propagandistes qui traînent là sur YouTube et dans toutes sortes de sites web analytiques, les gars, arrêtez de jouer. D'accord? Vous n'êtes personne, vraiment, militairement. Technologiquement, vous êtes tellement en retard par rapport à ce qui se passe sur les lignes de front en Ukraine que dire? Eh bien, laissons cela. Passons dans ce cas aux statistiques, comme vous pouvez le voir vous-même. Voici les statistiques d'aujourd'hui. Et oui, 798. C'est pour ceux qui réfléchissent à l'Aster 30 étant produit au rythme d'un par mois. C'est 798 drones que les Russes ont abattus. Et c'est la seule chose qu'ils ont encore en Europe, c'est de lancer ces drones sur les civils russes, principalement. Ce qui signifie que, et je veux souligner surtout, que quand vous regardez le chiffre sur l'ensemble des 4 ans et demi de l'opération militaire spéciale, 160 562 drones ont été abattus, en dehors des autres cibles aériennes, et 798 rien qu'aujourd'hui. Ce qui signifie, encore une fois, que la plupart d'entre eux sont abattus par toutes sortes de complexes de défense aérienne et de missiles. Ce qui signifie que la Russie produit par jour quelque chose de l'ordre de 1000 intercepteurs de missiles, plus ou moins, en dehors des autres types d'armements. Et voilà ce que ces gens, ils sont blessés dans leur fierté, ils ne sont pas même dans le même univers que la Russie en termes de complexes militaro-industriels. Et même les États-Unis, ne vous y trompez pas. Les États-Unis ne s'en sortent pas beaucoup mieux. Mais ce qui est important ici, si nous regardons maintenant la situation qui se déroule sur l'ensemble de la ligne de front, vous pouvez voir vous-même que
dans un autre centre urbain a encore été libéré dans le Donbass. Comme vous pouvez le voir vous-même, un autre a été libéré. Les Russes avancent partout, sans arrêt. La carte bouge, vous ne pouvez tout simplement pas l'arrêter. Inexorable. Et donc, mais ce qui est très important dans tout cela, c'est pourquoi cette hystérie. Et voilà. Voici la carte des Ukrainiens. Laissez-moi vous montrer ça. C'est la carte que les Ukrainiens fournissent eux-mêmes. Évidemment, ils essaient de cacher la vraie situation. Mais voilà, même eux admettent, comme vous pouvez le voir vous-même, en violet ou en bleu, selon la façon dont vous le regardez. C'est Kostiantynivka. Regardez ce que vous avez. D'abord, le grand, vous savez, genre de double tache qui est encerclé par les Russes, qui sont en vert, si vous voulez, ce qui signifie que ce qui n'est pas bleu ou violet, c'est une partie de la garnison de Kostiantynivka. Selon différentes estimations, jusqu'à 3000 personnes, personne ne sait vraiment combien d'entre elles sont prises. Et encore une fois, c'est complètement coupé. Et les Russes, comme vous pouvez le voir vous-même, contrôlent la majeure partie de Kostiantynivka. C'est juste une question de, vous savez, combien de temps les Russes décideront de prendre leur temps pour la libérer, parce qu'il n'y a aucune nécessité d'en réalité, vous savez, risquer des vies du personnel russe pour juste une date ou une échéance. Il n'y a aucune nécessité, mais cela vous dit tout ce qui se passe à Kostiantynivka. Et juste pour vous en faire la démonstration, voici une vidéo à ce sujet. Oui, regardez ça. En réalité, il a l'air d'avoir 60 ans. Et oui, il se plaint, comme ils le font habituellement, des forces armées de l'Ukraine, selon lesquelles ils ont été abandonnés, et personne ne fait rien pour les aider. Et oui, voilà comment ça va rester, parce que c'est la vérité. Je veux dire, ils n'ont pas les forces pour briser ou percer à travers leur chaudron, essentiellement, que les Russes ont déjà organisé pour eux. Et quoi qu'ils essaient de faire, il y a des voies, évidemment, nous évitons encore de parler de ce chaudron, vous savez, toutes sortes de petites routes ou sentiers de derrière, si vous voulez, mais cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance, parce que essentiellement, c'est la prochaine ville qui tombe, elle est libérée, elle va tomber, et comme vous pouvez le comprendre, traditionnellement, l'Ukraine le déclarera, évidemment, sous la houlette et le contrôle de tous ces gens de MI6, peu importe, la CIA, la propagande, vous savez, tout ça dira que, ah oui, c'était pas important. Bien sûr, c'était pas important, parce que cela ouvre la route vers Slaviansk et Kramatorsk. Les Russes en sont déjà très proches, à quelques kilomètres, et l'artillerie russe, pas l'artillerie de roquettes, mais l'artillerie classique, les bombarde déjà. Et donc, ça va pas être facile, ne vous y trompez pas. Il y a 3 lignes de défense qui ont été érigées là-bas. Ils essaieront de se battre autant qu'ils le peuvent, vous savez, mais cela n'a pas d'importance. Ils seront éliminés. Et je ne vais pas rester assis ici à vous expliquer constamment la situation tactique et opérationnelle sur la ligne de front. Surtout que, comme je le répète sans cesse, elle n'est jamais à jour. Nous avons toujours ce genre de décalage, parce qu'évidemment, l'armée russe sort juste, monsieur sort, et il dit des choses qui doivent être dites. Les autres choses n'ont pas besoin d'être dites, parce qu'évidemment, sinon, vous trahiriez les plans opérationnels et stratégiques du commandement russe. Et c'est absolument naturel et normal pour n'importe quelle armée. Et donc, nous avons la situation, et ils savent que Slaviansk et Kramatorsk sont les prochains, et c'est ce qui les terrifie. Parce qu'après ça, surtout quand vous considérez ce qui se passe dans les autres secteurs du front, que ce soit Zaporojie où les Russes sont déjà aux abords, ou dans l'oblast de Kharkiv où, encore une fois, vous avez vous-même vu ville après ville, village après village être libérés. Et eh bien, libérer est le mot ici dans ce cas, parce que Kharkiv n'a en réalité jamais fait partie de ces 4 oblasts qui ont essentiellement, voté pour rejoindre la Fédération de Russie. Et donc, mais les Russes sont profondément engagés dans l'oblast de Kharkiv. Et vous pouvez voir vous-même ce qui se passe là-bas. Eh bien, nous pouvons le dire de façon plus populaire, mais c'est l'extermination des vestiges des soi-disant forces armées de l'Ukraine. Et si vous regardez attentivement ce qu'ils font, cette pièce de théâtre de Tetris, eh bien, oui, évidemment, nous pouvons
Je ne peux pas utiliser cette, vous savez, musique de Yakety Sax, vous savez, la célèbre chose de Benny Hill. Évidemment, c'est pas Benny Hill. Benny Hill a juste déjà utilisé ça pour les courses-poursuites. Il traque maintenant essentiellement les gens à leurs soirées et pique-niques et les emmène de là. Et maintenant, c'est même ce qui est le plus ahurissant, ils prennent des gens comme des personnes atteintes de paralysie cérébrale. Voilà, ça vous dit tout ce que vous devez savoir. Et donc, plus cela se produit, ce qui signifie essentiellement qu'il manque de personnel, et vous pouvez voir vous-même ce qui se passe à Kharkiv. C'est, vous savez, l'un de ces, pour ainsi dire, points, eh bien, comment dire, je ne sais même pas comment le dire, vous pouvez le voir vous-même, et cela date de l'année dernière. Si c'est dans l'esprit des prostituées qui sont là depuis longtemps et qui sont principalement des satanistes, tous ces politiciens allemands, français ou britanniques, ils pensent que c'est comme ça qu'on gagne la guerre. Encore une fois, l'Europe en général est totalement dysfonctionnelle. Les États-Unis sont aussi dysfonctionnels, mais les États-Unis sont dysfonctionnels à leur manière très unique. C'est un très grand pays, encore très puissant, je veux dire, mais l'Europe, c'est complètement terminé pour l'Europe. C'est tout. Et quoi qu'il advienne là-bas, je ne sais pas, ne me le demandez pas. Mais l'opération militaire spéciale et surtout, maintenant, la situation avec l'Iran l'a exacerbée à un tel degré qu'il n'y a plus de point de non-retour parce que eux, comme dirait Lénine, selon le célèbre critère principal de la situation révolutionnaire, c'est que les classes inférieures ne veulent plus être gouvernées comme elles l'ont été, alors que les classes supérieures ne peuvent plus gouverner de la même manière. Et il y a un troisième facteur qui entre en jeu, selon la célèbre description léniniste de la situation révolutionnaire, la misère, qui devient de plus en plus aiguë. Et elle le devient, et les Européens, je ne dis pas que ça va nécessairement se produire de la façon la plus dramatique, mais oui, il y aura toutes sortes de choses liées au manque de nourriture. Et vous savez, les gens devenant dans le besoin. Et voilà les trois facteurs. Et quel est le quatrième facteur? Oh, le quatrième facteur qui rend effectivement la révolution possible, c'est bien sûr la force dirigeante, comme par exemple un parti politique tel que le BIS le fut auparavant. Mais que trouve-t-on en Europe? Eh bien, l'Europe n'a personne. Ils n'ont pas de gens courageux. À l'exception évidente, d'après ce que j'observe, on dirait que l'armée républicaine irlandaise est revenue à son bon vieux moi, si vous voulez, armée et menaçant les pouvoirs en place. Donc, nous devrons attendre et voir. Mais c'est l'avenir de l'Europe. Et la France, par exemple, les Français, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui sont des gens décents, vous avez perdu votre pays, c'est terminé, regardez Marseille, c'est votre avenir, et donc, vous n'allez pas être chrétien. Les Français ne sont pas chrétiens, ils sont un pays post-chrétien. Ils n'ont aucune valeur. Ils sont des satanistes en substance. Pas toute la population, mais la population qui a élu Macron 2 fois. Donc vous savez tout ce que vous devez savoir sur les Français et sur la façon dont ils n'ont plus leur pays. Donc ils vont souffler, et souffler encore, et essayer de se présenter comme une sorte de puissance qu'ils ne sont pas. Et à cause de ça, ils tueront encore plus de civils. C'est la seule chose dont ils sont capables. Et donc, si vous regardez maintenant attentivement ce qui se passe en termes de, eh bien, sur les lignes de front, je ne peux pas éviter ça. C'est hilarant. Il a la chaîne YouTube hilarante, je ne sais pas, les journalistes américains évidemment, ils aiment opérer en clown, mais il dit les systèmes Patriot étaient impuissants contre le missile russesse. Oui, voilà ce qu'il a dit sur sa chaîne YouTube. Et donc les systèmes antimissiles patriotes américains n'ont pas pu résister aux missiles russes, a déclaré l'ancien commandant des forces américaines en Europe, le lieutenant-général Ben Hodge. 9 missiles ont été tirés sur Kiev. 9 missiles ont atteint leur cible. Aucun n'a été intercepté. Oui, sûrement. Au moins, vous l'admettez. Mais évidemment, le côté ukrainien les intercepte tous. Le fait est que les Ukrainiens interceptent en réalité plus que ce qui a réellement été lancé sur eux. Et oui, il y a beaucoup de gens en Occident
y compris dans l'armée américaine, qui croient à ce ramassis de mensonges. Cependant, même Ben Hodge doit admettre que, selon lui, ça a échoué parce que la Russie a créé une capacité en termes de missiles que la génération actuelle de systèmes de défense aérienne fournis par l'OTAN ne peut pas gérer. C'est désagréable à admettre, mais c'est ainsi, a dit le général. Eh bien, j'ai des nouvelles pour les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe dans l'opération militaire spéciale et pourquoi il y a une telle hystérie. Et mon bon ami Dmitri considère en réalité le fait que, oui, compte tenu de la haine fanatique de la Russie au Danemark, évidemment pour une raison quelconque, que lorsque et si le moment vient de frapper certains endroits en Europe, il dit de simplement réduire le Danemark en miettes, parce qu'il le mérite amplement. Ils sont l'un des russophobes les plus fanatiques qui existent. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, j'ai une idée pourquoi les Scandinaves ont généralement un rapport particulier avec les Russes. Mais que dire quoi que vous fassiez, je dois souligner cette chose, que la seule chose que l'OTAN peut faire, c'est du terrorisme. Frapper des cibles symboliques comme le panorama de Sébastopol, qui sera restauré, comme tuer des civils. Mener une vraie guerre? Non, ils ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas la structure organisationnelle et la technologie est pathétique. Ça peut encore tuer des gens, ne vous y trompez pas. Mais voilà. Et juste par exemple, en revenant sur le sujet britannique, voici encore un Challenger qui a été effectivement détruit sur la ligne de contact de combat. Et donc, oui, il y a une raison pour laquelle ils ne veulent pas mettre quoi que ce soit là-bas. D'abord parce qu'ils n'en ont pas. Et deuxièmement, donc oui, mettez-le là-bas. Oui. Et, Français, où sont vos vous savez, Charles Leclerc si fameux? Veulent-ils les mettre là-bas? Bien sûr que non. Ils sont couverts. Et donc, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de faire ces grands gestes et de déplacer des choses et de menacer, comme nous allons construire un autre sous-marin nucléaire d'ici un moment. La France cessera d'exister sûrement avant ça. Bien sûr. Bien sûr. Impressionnez-moi. Donc, mais que dire? C'est le résultat. Et oui, l'hystérie vient du fait que les Russes approchent de la libération totale des vestiges du Donbass et de la République populaire Donetsk, l'ancienne république qui va devenir une oblast. Et en conséquence, que dire? Je vous avais prévenu, mais qu'est-ce que j'y connais de toute façon? Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les gars. Et comme toujours, ceux qui apprécient ce que je fais, veuillez vous abonner à ma chaîne, et ceux qui peuvent se le permettre, veuillez me soutenir sur Patreon ou m'offrir un café. Et deux, ça m'aidera à rester dans ce domaine. Et que dire? Passez une bonne fin de semaine, et je vous reparlerai plus tard, les gars. Au revoir. Voilà, vous venez d'écouter Andrei Martianov, comme toujours, dense, direct et ancré dans une réalité que les médias dominants refusent de regarder en face. Et moi, sur Monde Multipolaire, mon rôle, c'est justement de vous donner les clés de lecture qui complètent ce que Martianov vous expose. En m'appuyant à la fois sur l'histoire longue, sur les faits d'actualité des dernières 24 heures et sur une lecture géopolitique que je qualifierais de multipolaire, ce qui signifie non aligné sur Washington, non aligné sur Bruxelles, mais ancré dans une analyse factuelle et souveraine des rapports de force réels dans ce monde. Reprenons donc les grands thèmes de cette vidéo, un par un, et enrichissons-les. Martianov dit quelque chose d'absolument crucial, que je vais développer davantage. Il dit que les États-Unis n'ont nulle part sans quoi mener une opération sérieuse, et que leur outil principal, les bombardements, s'épuise faute d'armes à longue portée suffisantes. Et les événements des dernières 24 heures le confirment de façon spectaculaire. Il existe désormais un double blocus du Golfe Persique. L'Iran bloque le Golfe d'un côté et les États-Unis bloquent l'Iran de l'autre. Ce n'est pas une victoire américaine. C'est une impasse, et une impasse d'une ampleur économique que les médias occidentaux minimisent criminellement. Après plus de 3 mois de guerre, l'Iran a effectivement fermé le détroit d'Ormuz, ce passage étroit par lequel transitait environ 20% de l'approvisionnement énergétique mondial. 20% de l'énergie mondiale. Prenez le temps de laisser ce chiffre pénétrer votre conscience. Aucune guerre, même la guerre du Golfe de 1991,
n'avait produit une pareille disruption structurelle des flux énergétiques planétaires. Les répercussions de cette guerre augmentent les risques de faim aiguë pour des millions de personnes dans le monde. La fermeture prolongée du détroit d'Ormuz envoie les prix de l'énergie et par conséquent le coût de la nourriture à travers la planète dans une spirale haussière. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie sur le plan stratégique? Cela signifie que l'Iran, malgré des frappes américaines répétées sur son territoire, est en guerre ouverte avec les États-Unis et Israël depuis le 28 février 2026, après des frappes surprises américano-israéliennes qui ont ciblé des sites militaires et gouvernementaux iraniens. Et pourtant, Trump a faussement affirmé à plusieurs reprises que l'Iran n'avait plus rien sur le plan militaire, que les États-Unis avaient provoqué un changement de régime en Iran, malgré le fait que la République islamique reste au pouvoir. Voilà la désinformation à l'état pur. La réalité, c'est que les gardiens de la révolution iranienne ont démontré leur capacité à frapper directement. Les gardiens de la révolution iranienne ont tiré des missiles balistiques sur une base aérienne américaine et son centre de commandement en Jordanie. 12 missiles balistiques ont été lancés sur les sites où sont stationnés des avions de chasse F-35, F-15 et F-16 américains. 12 missiles balistiques sur des F-35. Pensez-y, ce n'est pas la capacité militaire d'un pays n'ayant plus rien. C'est la démonstration que même sous des frappes répétées, l'Iran conserve une capacité de frappe dissuasive réelle. Et Trump, que fait-il face à ça? Trump a annulé les frappes contre l'Iran et signalé qu'un accord de paix était imminent. C'est la dernière salve d'une série de proclamations contradictoires alternant entre menaces de nouvelles frappes et promesses de paix. Cela confirme exactement ce que Martyanov dit depuis des années: la politique étrangère américaine contemporaine n'est pas fondée sur une stratégie cohérente. Elle est fondée sur des effets d'annonce, sur la manipulation médiatique et sur une incapacité croissante à convertir la supériorité rhétorique en résultats militaires concrets. Il y a un précédent historique qu'il faut absolument mentionner ici. En 1980, lors de la tentative de sauvetage des otages américains en Iran, l'opération Eagle Claw, la plus grande puissance militaire du monde a dû abandonner son opération après que des hélicoptères américains se soient crashés dans le désert. Cette humiliation a profondément traumatisé l'establishment militaire américain. 45 ans plus tard, les États-Unis se retrouvent dans une situation analogue, une incapacité à convertir la puissance de feu en résultat politique. La différence, c'est que en 2026, la résistance iranienne est infiniment mieux équipée, infiniment mieux entraînée et s'appuie sur une doctrine de défense asymétrique en profondeur qui a été peaufinée pendant 40 ans. Au 12 mai 2026, le coût de la guerre pour l'armée américaine était estimé à près de 29 milliards de dollars américains et le Pentagone avait demandé 200 milliards supplémentaires. 200 milliards supplémentaires. Pour quel résultat? Le détroit d'Ormuz reste fermé, la République islamique est toujours debout et les marchés mondiaux continuent de souffrir. Ce que Martyanov n'a pas eu le temps de développer dans cette vidéo, mais que je veux souligner ici, c'est la dimension stratégique de la fermeture d'Ormuz pour la Russie et la Chine. Depuis des années, Pékin importe environ 40% de ses hydrocarbures via Ormuz. Cette fermeture a bien sûr des effets négatifs à court terme pour la Chine. Mais à moyen terme, elle accélère de façon irrésistible le pivot stratégique chinois vers les fournisseurs alternatifs, ce qui signifie vers la Russie, vers l'Asie centrale, vers les corridors terrestres de l'initiative Ceinture et Route. En d'autres termes, chaque semaine que dure cette guerre, chaque semaine que dure la fermeture d'Ormuz, constitue un coup de marteau supplémentaire sur le cercueil de l'hégémonie américaine dans la région. Martyanov a raison d'insister sur la dimension symbolique de l'attaque du panorama de Sébastopol. Et moi, sur Monde multipolaire, je veux approfondir cette dimension de façon substantielle parce que c'est un sujet qui révèle quelque chose de fondamental sur la nature de ce conflit. La peinture panoramique, le siège de Sébastopol de Franz Roubaud, a été pratiquement détruite lors d'une frappe de drone ukrainien. L'attaque a eu lieu dans les premières heures du 10 juin 2026. Le panorama, qui mesurait 115 mètres de longueur et 14 mètres de hauteur, dépeignait la défense de Sébastopol par l'armée russe contre les forces envahissantes britanniques et françaises lors de la guerre de Crimée. C'est là que l'histoire entre en jeu de façon saisissante.
La guerre de Crimée de 1853 à 1856, c'est exactement ce que Martianov décrit, une coalition franco-britannique qui a essayé d'humilier la Russie sur son propre territoire et qui a finalement échoué à produire un effondrement stratégique russe malgré la prise de Sébastopol. Les Russes ont perdu Sébastopol en 1855, certes, mais la Russie n'a pas été vaincue au sens existentiel. Le traité de Paris de 1856 était humiliant, mais temporaire. Et une génération plus tard, la Russie avait reconstitué sa position en mer Noire. La géographie, la démographie et la profondeur stratégique ont eu raison des calculs des puissances alliées. Comme Zakharova le rappelle, les nazis avaient déjà essayé de détruire ce symbole durable de l'esprit combatif russe. Le 25 juin 1942, lors d'un bombardement massif par l'aviation allemande, le bâtiment du Panorama a pris feu. Les cadets de l'école de défense côtière, les marins et les employés du musée se sont précipités pour sauver la toile. Sous les bombes, risquant leur vie, ils ont découpé 86 fragments de la peinture hors du cadre en flammes et les ont évacués. Et voici un détail que Martianov mentionne, mais que je veux approfondir, avec des faits absolument fascinants. Dans la nuit du 27 juin 1942, le contre-torpilleur Tachkent a pris à son bord plus de 2100 blessés et civils, ainsi que 86 fragments survivants. Le navire a fait route vers Novorossiysk à moitié submergé, avec des voies d'eau, de l'eau jusqu'aux genoux. Il est arrivé à destination, puis, le 2 juillet 1942, le Tachkent a été détruit à Novorossiysk sous les bombes de l'aviation allemande. Il a sauvé le cargo et a péri lui-même. Ce récit illustre parfaitement ce que Martianov appelle l'esprit combatif russe. Un navire de guerre, à moitié coulé, transportant des blessés et des fragments de toile peinte, comme si ces fragments valaient autant que les âmes humaines à bord. C'est une philosophie de la résistance qui est fondamentalement incompréhensible pour les élites occidentales contemporaines qui ont fait du cynisme une vertu. Et maintenant, voici le détail proprement incroyable que je veux partager avec vous. Une coïncidence difficile à croire. Juste la semaine précédente, 2 fragments authentiques restaurés de Roubaud lui-même, à Sceaux et à gauche de Youferov, avaient été apportés à Sébastopol depuis Moscou. Le musée réserve de la bataille de Borodino les avait remis au musée de Sébastopol. Ils n'étaient pas dans le bâtiment du Panorama la nuit de l'impact. Ils étaient stockés dans une annexe en préparation pour l'exposition. Ils ont survécu pour la 2e fois en 84 ans. Voilà ce qu'est l'histoire. Une continuité de destin qui dépasse la simple coïncidence. Ces fragments ont survécu aux bombes allemandes de 1942, portés par un navire qui a sombré en les sauvant, et en 2026, ils survivent à nouveau, comme s'ils étaient protégés par quelque chose que la science ne peut pas mesurer. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré aux journalistes que le panorama de Sébastopol serait restauré et apparaîtrait encore plus beau qu'avant. Et je suis convaincu qu'il le sera. Parce que ceux qui ne comprennent pas pourquoi un peuple risque sa vie pour sauver des fragments de toile peinte ne comprennent pas ce qu'est une civilisation dotée d'une mémoire profonde. Et une civilisation avec une mémoire profonde ne peut pas être détruite par des frappes de drones. Il y a un autre parallèle historique que je veux tracer ici et qui est directement pertinent pour votre compréhension de la situation en Ukraine. En 2001, les talibans ont détruit les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Ces statues datées du VIe siècle après Jésus-Christ. La communauté internationale a été horrifiée, et pourtant les mêmes gouvernements occidentaux qui s'étaient indignés de la destruction des Bouddhas de Bamiyan se taisent aujourd'hui, ou pire, applaudissent quand l'Ukraine frappe le panorama de Sébastopol. Ce double standard n'est pas de la naïveté, c'est une révélation de valeurs profondes. Ce qui compte pour l'Occident, c'est non pas la préservation du patrimoine culturel, mais la neutralisation symbolique de l'adversaire désigné. Martianov voit dans la démission de Healey le symbole de quelque chose de plus profond. Et il a absolument raison. Mais j'ai des détails supplémentaires issus des dernières 24 heures qui enrichissent considérablement cette analyse. Le Premier ministre Keir Starmer a subi un coup sévère après la démission du secrétaire à la Défense John Healey et du ministre des Forces armées Al Cairns en raison d'un désaccord budgétaire, déclarant que le gouvernement n'est pas prêt à donner aux forces armées britanniques les ressources dont elles ont besoin. Dans sa lettre adressée au Premier ministre, Healey a déclaré que le montant alloué à la défense est bien inférieur à ce qui est requis pour la défense et le pays en cette période dangereuse.
Carnes a déclaré dans sa propre lettre que le caractère du conflit évolue plus vite que notre approvisionnement ne peut le suivre. Les démissions surviennent alors que la popularité de Starmer s'est effondrée et qu'il fait face à un défi potentiel à sa direction de la part du maire de Manchester, Andy Burnham. Voilà donc un gouvernement britannique en état de désintégration politique, au moment précis où il se présente comme l'un des principaux soutiens militaires de l'Ukraine et comme l'une des voix les plus belliqueuses en Europe. Le contraste est saisissant. La Grande-Bretagne parle d'augmenter ses dépenses militaires à 3,5% du PIB, alors que Healey écrit que Starmer a été incapable, et le Trésor peu disposé, à s'engager à fournir les ressources dont la nation a besoin pour défendre le pays en cette période de menaces croissantes. Ce qui signifie que la grande puissance nucléaire britannique, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, héritière de l'Empire qui s'étendait autrefois sur un quart du globe, ne peut même pas se mettre d'accord en interne sur son propre budget de défense. Permettez-moi de vous donner une perspective historique qui éclaire cela de façon particulièrement puissante. Martianoff mentionne Corélie Barnett et son ouvrage The Collapse of British Power. C'est un livre essentiel. Barnett y démontre que le déclin britannique n'a pas commencé après la Seconde Guerre mondiale. Il a commencé avant la Première Guerre mondiale, lorsque la Grande-Bretagne a commencé à maintenir les apparences d'une grande puissance sans en avoir les moyens réels. Le problème est structurel. La Grande-Bretagne n'a jamais vraiment réindustrialisé après la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est tournée vers la finance, vers les services, vers ce que les économistes appellent l'économie post-industrielle. Résultat, elle n'a plus la base industrielle nécessaire pour soutenir une grande puissance militaire au XXIe siècle. Et la démission de Healey en est la manifestation contemporaine. Un opposant politique a déclaré que c'est un gouvernement dans le chaos, incapable de gouverner, sans leadership, sous un Premier ministre par intérim, qui devrait être remplacé dans les semaines à venir. Il faut également mentionner le contexte plus large de la Royal Navy britannique. Martianoff souligne que les porte-avions britanniques sont essentiellement des projets de vanité, et les faits lui donnent raison. Le HMS Queen Elizabeth et le HMS Prince of Wales, les deux porte-avions britanniques, ont tous les deux connu des pannes répétées depuis leur entrée en service. Le HMS Queen Elizabeth a subi une avarie majeure dans sa chambre des machines en 2022. Ces navires, chacun ayant coûté plus de 3 milliards de livres sterling à construire, ne peuvent pas opérer sans un escorteur américain parce que la Royal Navy ne dispose tout simplement plus de la flotte d'escorte adéquate pour les protéger. C'est l'illustration parfaite du phénomène que Barnett appelle Imperial Overstretch combined with Industrial Hollowness, ce qui signifie une ambition impériale qui dépasse de très loin les capacités industrielles réelles. Et maintenant, la même Grande-Bretagne, qui ne peut pas financer correctement ses propres forces armées, prétend jouer un rôle dans la défense de l'Ukraine contre la Russie. C'est du théâtre géopolitique, exactement comme Martianoff le dit. Martianoff est resté relativement modéré dans sa description de la situation sur le front. Permettez-moi d'être plus précis, en m'appuyant sur les données des dernières 24 heures, les forces russes ont hissé leur drapeau à Kostiantynivka après avoir percé les positions d'une brigade nouvellement formée. Les défenses ukrainiennes à Kostiantynivka, à l'extrémité sud de la grande zone de Kramatorsk, ont considérablement faibli au cours des dernières semaines, permettant aux forces russes de pousser vers le centre-ville depuis deux directions. L'avancée russe continue également à l'est de Sloviansk et Kramatorsk, le long de la rive sud de la rivière Siversky-Donet et près du canal Siversky-Donet-Donbass. Kostiantynivka fait partie de ce que l'Ukraine appelle sa ceinture forteresse. Ce réseau des 4 villes de Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka et Kostiantynivka elle-même, qui constitue la ligne défensive principale de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Ce que cela signifie concrètement, c'est que la ceinture forteresse est en train de se briser par sa partie la plus méridionale. Et une fois que Kostiantynivka sera pleinement contrôlée, la pression sur Druzhkivka, puis sur Kramatorsk et Sloviansk, deviendra irrésistible, non pas parce que les Russes avancent à une vitesse fulgurante, mais parce que les pertes ukrainiennes en personnel sont devenues insoutenables. La prise de Kostiantynivka est essentielle pour que l'armée russe puisse concentrer des forces, y compris des opérateurs de drones, dans des quartiers urbains, en vue de continuer à pousser vers le nord, vers Kramatorsk, via Druzhkivka.
Et ce que Martianov évoque concernant les chiffres de mobilisation ukrainienne est confirmé par les données disponibles. Environ 60 et 11 200 personnes ont reçu des primes d'enrôlement uniques au premier trimestre de 2026, en baisse de 20% d'une année sur l'autre. Ce qui signifie que l'Ukraine recrute de moins en moins, malgré l'intensification des pressions militaires sur le front. C'est exactement ce que Martianov décrit quand il parle de la mobilisation forcée de personnes atteintes de paralysie cérébrale. Le réservoir humain ukrainien est épuisé. Et j'ajouterai ici quelque chose que Martianov ne dit pas explicitement, mais qui est d'une importance capitale pour la chaîne Monde Multipolaire. Cette réalité sur le terrain doit être mise en perspective avec les décisions politiques qui sont prises à Kiev, à Paris, à Berlin et à Londres. Ces gouvernements savent que la situation est dramatique. Ils le savent. Et pourtant, ils continuent de prolonger la guerre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin que la guerre continue pour justifier leur budget militaire, pour justifier l'expansion de l'OTAN et pour détourner l'attention de leur propre crise interne. La guerre en Ukraine est devenue, pour les élites occidentales, un outil de politique intérieure. Et c'est une honte absolue qui se paie en vie humaine ukrainienne. Martianov revient sur le sujet des systèmes patriotes et de la production d'intercepteurs. Et là, les chiffres sont particulièrement révélateurs. Il mentionne que les missiles Aster européens sont produits au rythme d'un par mois. Permettez-moi de contextualiser cela. Un missile Aster 30, c'est environ 1 à 2 millions d'euros à la pièce. La Russie tire, selon les statistiques mentionnées par Martianov, des centaines de drones par nuit. Même en prenant les chiffres les plus conservateurs, la Russie a la capacité de saturer n'importe quel système de défense aérienne occidentale par le simple volume de tir, et cela est confirmé par ce que Ben Hodges lui-même a dû reconnaître. L'impact économique de la guerre comprend la plus grande disruption jamais vue de l'approvisionnement pétrolier mondial. Des perturbations dans les secteurs du gaz naturel, des engrais, de l'aviation et du tourisme, ainsi qu'une volatilité des marchés financiers. La vérité industrielle de la situation en Europe est la suivante. L'Union européenne a prétendu pendant des années que son modèle économique post-industriel, fondé sur les services et la finance, était le modèle d'avenir. Et maintenant, face à un conflit militaire de haute intensité qui exige des volumes massifs de production d'armement, ce modèle révèle sa fragilité fondamentale. L'Allemagne, qui était l'atelier industriel de l'Europe, a détruit sa base énergétique en se coupant du gaz russe. La France, qui se vantait de son industrie de défense, produit des missiles Aster à raison d'un par mois. Le Royaume-Uni, dont nous venons de parler, ne peut même pas se financer lui-même. Et en face, la Russie a restructuré son économie sur un modèle de guerre, avec une production d'armement qui a été multipliée par des facteurs considérables depuis 2022, et l'Iran, malgré des dizaines d'années de sanctions, produit des drones et des missiles en quantité industrielle. Il y a un parallèle historique que je veux tirer ici, qui est absolument pertinent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'économie de guerre soviétique a réussi à déplacer des usines entières depuis les zones menacées par les Allemands jusqu'en derrière l'Oural, et à les remettre en production en quelques mois. Des historiens comme Mark Harrison ont documenté en détail comment l'URSS a réussi à produire plus de chars, plus d'avions et plus d'artillerie que l'Allemagne nazie, malgré une situation de départ catastrophique en 1941. L'économie de guerre soviétique, fondée sur la mobilisation totale et la priorité absolue donnée à l'industrie lourde, a démontré une résilience que les économies occidentales contemporaines, optimisées pour les profits à court terme et les chaînes d'approvisionnement mondiales, sont incapables de reproduire. Et c'est pour ça que Martianov est si sévère avec l'OTAN. Ce n'est pas du chauvinisme russophile. C'est une analyse militaire industrielle fondée sur des données factuelles. Martianov parle de la CDU et de l'antirussisme allemand. Et là, je veux apporter une perspective historique et économique que je pense essentielle. L'Allemagne contemporaine est dans une position extraordinairement paradoxale. D'un côté, elle est le pays d'Europe qui a le plus à perdre d'une escalade avec la Russie. Sa base industrielle dépendait du gaz russe bon marché. Son industrie automobile vendait massivement en Russie. Ses ingénieurs et ses techniciens avaient développé depuis les années 70 des relations de coopération économique profondes avec l'Union soviétique, puis avec la Russie. De l'autre côté, l'Allemagne est aujourd'hui gouvernée par une élite politique qui a fait de l'antirussisme le fondement de sa politique étrangère.
et les résultats sont catastrophiques. La désindustrialisation allemande est réelle, documentée et irréversible à court terme. Martianov parle de la Bundesbank et de la comparaison avec 2003. Il faut comprendre ce que cela signifie. En 2003, l'Allemagne était encore le moteur économique de l'Europe. Son industrie chimique, son industrie automobile, sa production de machines-outils, tout cela fonctionnait sur la base d'énergie russe bon marché. C'était l'essence même du modèle allemand. Et ce modèle a été délibérément détruit, non pas par la Russie, mais par les décisions politiques prises à Berlin sous la pression de Washington. Les économistes qui documentent cet effondrement, comme ceux de l'Institut de Cologne, ont estimé que le coût de la désindustrialisation allemande depuis 2022 se chiffre en centaines de milliards d'euros. Des entreprises historiques comme BASF, Thyssen, Volkswagen ont toutes réduit leur production ou fermé des usines. Et qui en profitent? Les industries américaines, qui ont capté les investissements allemands grâce à l'Inflation Reduction Act, et les producteurs de gaz naturel liquéfié américains, qui vendent leur énergie à l'Allemagne à un prix 3 ou 4 fois supérieur à ce que coûtait le gaz russe. C'est une vassalisation économique qui se produit sous les yeux de tous. Et l'élite allemande, au lieu de défendre les intérêts de son industrie et de son peuple, continue de surenchérir sur l'antirussisme comme si c'était une vertu théologale. Martianov cite Lénine. Et je veux m'y arrêter, parce que c'est un sujet qu'il faut aborder avec nuance et avec une certaine honnêteté intellectuelle. La théorie léniniste de la situation révolutionnaire repose sur 3 conditions. Premièrement, les classes dirigeantes ne peuvent plus gouverner de la même façon. Deuxièmement, les classes subalternes ne veulent plus être gouvernées de la même façon. Troisièmement, la misère des masses devient suffisamment aiguë pour créer une disponibilité au changement radical. Martianov ajoute un 4e facteur. L'existence d'une force organisée capable de canaliser cette énergie révolutionnaire. Et il observe que cette force n'existe pas encore en Europe occidentale. Mais permettez-moi d'ajouter une nuance que Martianov ne développe pas. La situation en Europe n'est pas uniforme. Il y a des pays comme la Hongrie, la Slovaquie, la Serbie et dans une certaine mesure l'Autriche qui résistent à la logique de surenchère anti-russe. Il y a des forces politiques, en France avec le Rassemblement national, en Allemagne avec l'AfD, en Italie avec des fractions de la coalition Meloni, qui remettent en question les fondements de cette politique. Ces forces ne sont pas nécessairement pro-russes, au sens que certains leur donnent, mais elles représentent une remise en question des élites qui ont conduit l'Europe dans cette impasse. Et cette dynamique est en train de s'accélérer. Les Irlandais que Martianov mentionne, les émeutes en Irlande du Nord, les troubles en Grande-Bretagne, tout cela est la manifestation de sociétés qui ont perdu confiance dans leurs élites. Et cette perte de confiance est directement liée à la politique étrangère irresponsable que ces élites ont menée. Maintenant, j'entends déjà certains commentaires qui vont dire « Mais monde multipolaire, est-ce que vous êtes en train de défendre des mouvements d'extrême droite ?» Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les populismes de droite, en Europe, se nourrissent directement des échecs des élites libérales. Et les élites libérales ont produit ces échecs en adoptant une politique étrangère fondée non pas sur les intérêts des peuples européens, mais sur les intérêts géopolitiques de Washington. Martianov parle des analystes en source ouverte comme une bande de gamers qui sortent du lycée. C'est sévère, mais il y a une vérité là, dedans, qu'il faut nommer clairement. L'information sur la guerre en Ukraine, dans les médias dominants occidentaux, est fondamentalement déformée. Non pas parce que chaque journaliste ment délibérément, mais parce que le système dans lequel ils travaillent les incite à produire un certain type d'information. Les rédacteurs en chef veulent des histoires de résistance ukrainienne héroïque. Les algorithmes de YouTube et de Twitter récompensent les contenus qui confirment les biais pro-OTAN. Les sources gouvernementales, de l'ISW au ministère de la Défense occidentaux, ont tout intérêt à présenter la situation de la façon la plus favorable possible à leur narratif. Et le résultat, c'est une désinformation systémique qui ne repose pas sur le mensonge pur, mais sur la sélection biaisée des faits. Prenons un exemple concret. Un commandant de l'une des compagnies défendant Kostiantynivka a déclaré aux journalistes ukrainiens du site Hromadske « L'ennemi s'est enfoncé dans le centre-ville. Ce n'est plus de l'infiltration ». Cette déclaration faite par un officier ukrainien est une admission que la situation est catastrophique. Et pourtant, si vous regardez la couverture médiatique occidentale dominante, vous aurez du mal à trouver cela mis en avant. Parce que
reconnaître que Kostiantynivka est en train de tomber, que la ceinture forteresse cède. Cela contredit le narratif selon lequel la Russie est incapable de progresser, selon lequel les sanctions ont affaibli l'économie de guerre russe, selon lequel le soutien occidental est suffisant pour permettre à l'Ukraine de tenir. Et ce n'est pas seulement sur l'Ukraine. Sur l'Iran, sur la production d'armement, sur l'état réel des économies européennes, le fossé entre la réalité documentable et la narration médiatique dominante est devenu un gouffre. C'est pour ça que des chaînes comme Monde Multipolaire existent, pas pour être pro-russe ou pro-iranienne, dans un sens sentimental ou idéologique, mais pour combler ce gouffre avec des faits, des données, des exemples historiques et une analyse qui refuse de sacrifier la rigueur sur l'autel du conformisme politique. Sur l'Iran, je veux être explicite concernant ma ligne éditoriale parce que je sais que certains spectateurs de Monde Multipolaire ont des questions sur ce sujet. Je ne défends pas le régime iranien dans ses aspects internes. En janvier 2026, le gouvernement et les forces militaires iraniens ont massacré des milliers de civils iraniens dans le cadre de leur répression des plus grandes manifestations depuis la révolution iranienne de 1979. C'est une réalité que je ne peux pas et que je ne veux pas ignorer. Mais il y a une distinction fondamentale que je dois faire et que les médias occidentaux refusent systématiquement de faire, la distinction entre la politique intérieure d'un État et sa politique étrangère. En matière de politique étrangère, l'Iran défend aujourd'hui quelque chose qui me semble légitime et même courageux. Son droit à l'existence en tant qu'État souverain face à une agression militaire directe. Des critiques, notamment des experts juridiques et en relations internationales, ont décrit les attaques américaines comme illégales au regard du droit américain, comme un acte d'impérialisme et comme une violation de la souveraineté iranienne. Sur la scène internationale, l'Iran fait partie d'une dynamique multipolaire que je soutiens, celle des États qui refusent de se soumettre à un ordre mondial unipolaire dicté par Washington. Cela ne signifie pas que je valide toutes leurs décisions. Cela signifie que je reconnais leur droit à l'autodétermination, que je refuse la logique selon laquelle un État peut être légitimement bombardé parce qu'il développe des capacités nucléaires, alors que l'État qui le bombarde possède lui-même plusieurs centaines d'ogives nucléaires. Et je veux aussi souligner quelque chose que Martianov effleure, mais ne développe pas suffisamment, le fait que la résistance iranienne est, sur le plan stratégique, une démonstration pour tout le monde de la puissance dissuasive d'un développement militaire autosuffisant. L'Iran, malgré 40 ans de sanctions, malgré des assassinats ciblés de ses scientifiques nucléaires, malgré des cyberattaques comme Stuxnet, a maintenu et développé ses capacités militaires. Les 12 missiles balistiques tirés sur des bases hébergeant des F-35 américains en Jordanie ne sont pas le fait d'une armée n'ayant plus rien, comme Trump l'affirme faussement. C'est la preuve que la résistance paie. Et c'est une leçon que les peuples du Sud global, de l'Afrique au Moyen-Orient, en passant par l'Amérique latine, sont en train d'assimiler en temps réel. Permettez-moi de conclure cette réaction par une perspective plus large, qui est l'essence même de ce que cette chaîne essaye de faire. Le monde que nous sommes en train de voir émerger est un monde dans lequel les règles du jeu international changent. L'ordre unipolaire américain, né de la chute de l'Union soviétique en 1991, est en train de s'effondrer. Pas de façon spectaculaire, pas en un seul événement, mais progressivement, inexorablement. Les preuves de cet effondrement sont dans chaque élément de l'actualité des dernières 24 heures. L'Iran, qui a résisté à des frappes américaines et continue d'exister en tant que république islamique, dont le ministère des Affaires étrangères indique qu'aucun accord n'a encore été finalisé, malgré les annonces trumpiennes répétées d'accords imminence. La Russie, qui avance méthodiquement sur le front ukrainien, hissant ses drapeaux à Kostiantynivka, malgré des dizaines de milliards d'euros d'aide militaire occidentale. L'Allemagne, en état d'implosion économique auto-infligée, le Royaume-Uni en crise politique, avec son secrétaire à la Défense et son ministre des Forces armées, démissionnant simultanément, la France, incapable de produire ses propres missiles en quantité suffisante, et en face, une multipolarité qui s'organise. La Russie, l'Iran, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, tous ces pays construisent à des vitesses différentes et avec des logiques différentes
les alternatives à un système international dont ils ont compris qu'il était fondé non pas sur des règles universelles, mais sur les intérêts de Washington. C'est ça, le monde multipolaire. C'est pas un monde parfait, c'est pas un monde sans conflit ni sans injustice. Mais c'est un monde dans lequel il n'y a plus une seule puissance qui peut dicter ses conditions à toutes les autres par la force militaire ou économique. Et c'est pour documenter ce monde, pour l'analyser avec rigueur, pour vous donner les outils intellectuels de le comprendre, que cette chaîne existe. Alors merci à ceux d'entre vous qui regardent Monde Multipolaire régulièrement. Merci pour vos commentaires, pour vos questions, pour vos partages. Chaque abonné, chaque commentaire, chaque partage aide cette chaîne à continuer à exister et à vous offrir cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être notifié dès la publication des prochaines vidéos. Et si vous avez les moyens de soutenir ce travail, les liens vers les plateformes de soutien sont dans la description. Monde multipolaire. Parce qu'un autre regard est non seulement possible, il est nécessaire.